Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des non-dits et des codes implicites du recrutement dans le secteur du luxe. Il vous est certainement déjà arrivé de sortir d'un entretien en vous disant que tout s'était bien passé, vous avez répondu à toutes les questions, le courant est bien passé, et puis quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, vous recevez un mail de refus vous annonçant que l'entreprise a préféré poursuivre avec d'autres candidats. Et lorsqu'on n'a pas plus d'explications, il est tout à fait légitime de se demander ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous avez raté. Et parfois, vous avez du mal à comprendre pourquoi vous n'êtes pas retenu après un process de recrutement. Malgré le fait que vous avez toutes les compétences, l'expérience attendue, certainement la motivation, et pourtant, il y a quelque chose qui bloque. Ce qui a manqué, ce ne sont pas vos compétences techniques, c'est la compréhension des règles implicites. Vraiment, ces non-dits que personne n'explique réellement, mais qui déterminent la décision finale. Dans le luxe, ces codes sont encore plus déterminants. Une petite erreur peut tout faire basculer, un détail manqué peut vous sortir du process de recrutement, même avec un parcours exceptionnel. Aujourd'hui, je vous révèle les 5 non-dits du recrutement dans le luxe, ces règles que les DRH ne vous diront jamais en entretien, mais qui font toute la différence entre décrocher le poste et le voir vous échapper. Alors restez avec moi, vous allez voir que cet épisode peut changer votre prochain entretien. Le premier non-dit, c'est que dans le luxe, votre réseau compte souvent plus que votre CV. Alors attention, mon propos n'est pas de dire que quelqu'un de mauvais, s'il a un bon réseau, peut naviguer sans crainte toute sa carrière dans le luxe. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est que sur toutes ces composantes qui font de votre carrière ce qu'elle est, votre CV est important, mais votre réseau est également très important. Et il n'est pas à négliger. Parce que 70% des recrutements dans le luxe se font à travers des recommandations. 70%, c'est énorme. Ça veut dire que la majorité des postes ne sont jamais publiés en ligne sur les plateformes d'annonces ou sur les sites des différentes maisons. Ils sont pourvus avant même que l'annonce ne sorte. Parce qu'un directeur a recommandé quelqu'un de son réseau, parce qu'une DRH a reçu une introduction d'une personne de confiance. Le CV va ouvrir la porte, c'est certain, mais c'est le réseau qui vous fait franchir le seuil. Alors, comment activer votre réseau intelligemment ? La première action, c'est d'identifier une dizaine, une quinzaine de personnes dans votre secteur cible, pas pour demander directement un job, mais pour des échanges informels, faire vivre ce réseau. Et là, vous allez pouvoir, à travers ces moments, partager votre projet. Vous demandez des conseils à ces personnes. Et vous créez de la connexion. La deuxième action, c'est d'être visible sur LinkedIn, de partager votre expertise, de commenter intelligemment, de montrer que vous êtes actif dans votre écosystème. Les recruteurs regardent votre profil LinkedIn avant même de lire votre CV. Et la troisième action, c'est de demander des introductions ciblées. Si quelqu'un connaît la personne qui recrute, demandez une mise en relation. Une introduction personnelle, ça multiplie par 5 vos chances d'accéder au process de recrutement.
Une dernière chose sur ce non-dit, c'est que le réseau, ce n'est pas du piston, c'est vraiment de la stratégie. Donc, il faut se décomplexer par rapport à l'activation de votre réseau. Le deuxième non-dit, il se joue au niveau de la compatibilité du candidat avec la culture de l'entreprise, ce qu'on pourrait appeler le fit culturel. Le fit culturel, c'est subjectif et c'est souvent déterminant. Quand un recruteur vous dit « vous avez un excellent profil, mais je ne suis pas sûre que ça puisse matcher », qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça peut vouloir dire « je ne vous vois pas dans notre équipe »,« votre style ne correspond pas à nos codes » ou « je ne suis pas sûre que vous allez vous intégrer correctement ». Cette compatibilité, ce fit culturel, c'est une alchimie invisible derrière, il y a vraiment cette notion de parler le même langage. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs implicites de l'entreprise, pas celles qui sont sur un site internet ou que sais-je? Est-ce que vous comprenez les non-dits de la maison que vous visez en fait? Le problème, c'est que ce sont des critères rarement objectifs. Ils vont être influencés par des biais inconscients. Ça peut être par exemple votre parcours qui ressemble à celui de votre interlocuteur, du recruteur. Est-ce que votre énergie correspond à celle qu'il imagine, avec laquelle ça fonctionne bien en général pour lui? Alors comment naviguer sur ce terrain un peu glissant? La première clé, c'est vraiment de vous renseigner, lorsque vous allez passer un entretien, sur la culture de l'entreprise, de la maison de luxe que vous visez. Baladez-vous sur LinkedIn, consultez les profils des gens qui y travaillent, lisez des interviews des personnes qui travaillent dans cette entreprise. N'hésitez pas à aller voir le site internet, visiter les boutiques. L'idée, c'est vraiment de vous imprégner de l'univers. Plus vous allez comprendre la culture de l'entreprise, plus vous pouvez vous y adapter sans vous renier réellement. La deuxième clé, c'est vraiment d'adapter votre storytelling. Si la maison valorise l'innovation, alors mettez en avant vos projets de transformation. Si elle valorise l'héritage, alors parlez de votre respect pour la tradition et de l'importance que ça a pour vous. La troisième clé, c'est de poser des questions sur la culture. Par exemple, comment décririez-vous la culture de votre maison? Qu'est-ce qui fait que les gens s'épanouissent et réussissent dans votre entreprise? Ces questions, elles montrent que vous comprenez l'importance de cette compatibilité, de ce fit culturel. Et je vous rassure, c'est vraiment pas une fatalité. Ça se travaille, ça se prépare avant l'entretien. Le troisième non-dit, et celui-là, il est un peu brutal, c'est que la décision, elle est souvent prise dans les 10 ou 15 premières minutes de l'entretien. C'est pas moi qui le dis, c'est les études qui le montrent. 80% des recruteurs se font une première impression en moins de 10 minutes, et cette impression, elle est rarement renversée. Ce qui veut dire que les 45 minutes suivantes servent souvent à confirmer ou à invalider cette première intuition. Alors, qu'est-ce qui se joue dans ces 10 premières minutes, dans ces 10 à 15 premières minutes? C'est parfois votre ponctualité, votre poignée de main, votre sourire, votre énergie, la manière dont vous êtes habillé, ce que vous dégagez, mais surtout votre capacité à raconter votre parcours de manière fluide et captivante. C'est dans ces 10 minutes que vous devez créer la connexion. Montrez que vous appartenez déjà à cet univers, même si ce n'est pas le cas. Incarnez la posture qu'il recherche en face. Comment maximiser ces 10 minutes décisives? La première technique, c'est de préparer votre storytelling en 2 minutes chrono. Pas votre CV récité, mais vraiment une histoire cohérente qui montre le fil rouge de votre parcours. Pourquoi vous êtes là et pourquoi vous avez très envie d'intégrer l'entreprise.
La deuxième technique, c'est d'arriver 10 minutes en avance. Pas la peine de faire plus, mais ces 10 minutes, elles vont vous permettre de vous recentrer, de respirer, de vous préparer mentalement et vous entrez dans la salle d'entretien calme, posé et vraiment présent. Et la troisième technique, c'est de soigner votre entrée. N'oubliez pas de regarder le recruteur dans les yeux, de sourire, de serrer la main avec assurance. Les 30 premières secondes, elles comptent autant que les 30 premières minutes. Et là encore, ce n'est pas une fatalité, ça se prépare. Le quatrième non-dit, c'est que le salaire n'est jamais fixé. Tout se négocie. Quand un recruteur vous annonce une fourchette salariale, sachez que cette fourchette, elle est malléable. Il y a une marge de manœuvre. Parfois même jusqu'à 20% au-dessus de ce qui est annoncé. Et le problème, c'est que beaucoup de candidats acceptent la première offre, par peur de passer à côté de l'opportunité, de paraître un peu gourmand, par manque de confiance dans la valeur qu'ils vont apporter à l'entreprise. Mais dans le luxe, la négociation salariale, elle fait vraiment partie du jeu. Et si vous ne négociez pas, vous envoyez le signal que vous ne connaissez pas vraiment votre valeur ou que vous n'osez pas la défendre. Et c'est un petit caillou dans la chaussure. Alors, comment négocier intelligemment ? La première règle, c'est n'aborder jamais la question du salaire en premier. Attendez que le recruteur la mette sur la table. Et idéalement, attendez qu'on vous fasse une offre. Vous négociez toujours mieux quand vous savez qu'ils vous veulent, évidemment. La deuxième règle, c'est de vous renseigner sur les standards du marché. Aujourd'hui, vous avez accès à tout un tas d'informations sur les salaires, en tout cas les salaires qui se pratiquent sur le marché. Donc n'hésitez pas à rechercher l'information ou bien à parler à des personnes qui occupent des postes un peu similaires. Encore une fois, utilisez votre réseau. Vous devez savoir ce que vaut votre profil sur le marché. Non seulement ça va être important parce que vous allez signer votre contrat avec un niveau de rémunération qui est satisfaisant et vous ne traînerez pas ce boulet tout au long de la période dans laquelle vous restez dans l'entreprise, mais en plus, je trouve que ça apporte un certain indicateur de crédibilité. Et la quatrième règle, c'est de négocier au-delà du salaire. On en a déjà parlé dans un précédent épisode, mais ça peut être... on pense toujours, dans la négociation au salaire, donc c'est évidemment une part importante, mais n'hésitez pas aussi à aller chercher du côté du télétravail, d'un budget de formation parce que vous avez un projet, vous avez une ligne directrice dans votre carrière, peut-être des primes sur objectif. Voilà, tout est négociable, et si le salaire ne bouge pas, vous pouvez négocier le reste. Voilà, on est sur un vrai exercice de négociation, c'est tout un art et ça s'apprend, ça se prépare. Et le cinquième non-dit, et celui-ci va peut-être vous surprendre un peu, mais c'est que les DRH veulent que vous réussissiez. Un recrutement raté, ça coûte entre 50 et 200 000 euros à une entreprise. Entre le temps investi, le salaire versé, la formation, la montée en compétences, et puis le coût du turnover éventuel. L'échec d'un recrutement est extrêmement coûteux pour une entreprise. Alors, quand un DRH vous reçoit en entretien, il ne cherche pas à vous piéger. Il cherche des signaux qui lui disent que vous allez réussir, que vous allez rester et qu'il a raison d'investir sur vous. Ne voyez pas les DRH comme vos adversaires. Ils sont vos alliés potentiels. Alors, comment leur donner ces signaux de réussite ? Le premier signal, c'est montrer que vous avez travaillé, que vous avez préparé avant de venir à l'entretien. Vous connaissez la maison, vous comprenez ses enjeux, vous avez identifié où vous pouvez créer de l'impact. Le deuxième signal, c'est de parler long terme, pas juste du poste, mais de ce que vous voulez construire dans cette entreprise sur 3, 5, peut-être 10 ans. Ça rassure énormément, ça montre que vous ne cherchez pas juste un job de transition ou que vous êtes un peu
voilà, sur une logique de saut de puce dans votre carrière et c'est extrêmement rassurant pour l'entreprise qui recrute. Le troisième signal, c'est de poser des questions sur la réussite. J'aime bien cette question, c'est qu'est-ce qui fera qu'on dira que j'ai réussi dans 1 an? Il y a aussi quels sont les défis principaux des 6 premiers mois? Ces questions, elles montrent que vous pensez déjà à votre impact et que vous vous projetez dans l'organisation. N'oubliez pas que les DRH veulent vous recruter, alors facilitez-leur la décision. Alors voilà, j'en ai terminé avec ces 5 non-dits du recrutement dans le secteur du luxe que je voulais vous partager aujourd'hui. Avant de vous quitter, je vous laisse avec cette question. Quel non-dit vous a le plus surpris aujourd'hui et lequel allez-vous appliquer dès votre prochain entretien? N'oubliez pas que si vous préparez un entretien dans le luxe en ce moment et que ces 5 non-dits résonnent en vous, je vous propose un accompagnement personnalisé. J'ai une offre modulable qui va de la préparation d'un entretien, quel qu'il soit, un entretien RH ou opérationnel, sur une session d'1 heure ou 1h30, où on va vraiment venir travailler et préparer l'entretien. Et puis, j'ai des formules un tout petit peu plus complètes, où on va également travailler sur votre CV, sur l'analyse du marché et le poste que vous visez aujourd'hui. Voilà, je vous laisse consulter sur mon site internet le détail de ces offres recrutement. Et on peut évidemment échanger autour d'un appel de 30 ou 45 minutes pour voir quel est votre besoin et comment je peux vous accompagner au mieux. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui prépare un entretien en ce moment. Et je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre carrière. À très bientôt.